toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du e-salon de l'immobilier. Nous allons parler aujourd'hui du neuf, mais sous un angle un petit peu différent, sous l'angle de l'innovation. Parce que le logement neuf, c'est, c'est vraiment le territoire de beaucoup d'expérimentations sur l'architecture, la technique, les nouvelles façons d'habiter, et des expérimentations qui se retrouvent aujourd'hui dans les produits dans lesquels vous souhaitez acheter ou investir. Je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef de PAP, et pour parler de toutes ces innovations, nous avons avec nous des promoteurs experts, des promoteurs d'élite. Nous avons Lionel Rondeau à ma gauche, qui est directeur stratégie technique nationale chez Arcade Promotion. Bonjour Lionel. Bonjour. Et à ma droite, Jean-François Six, qui est directeur commercial chez European Homes. Bonjour Jean-François. Bonjour, Pierre. Bon, bienvenue, merci de participer à cette conférence. Alors, c'est un secteur en évolution constante, le neuf. Sur ces dernières années, on va aborder ce que la crise de la Covid a changé, mais avant même cette crise, les dernières évolutions, qu'est-ce que les gens vous demandent? Qu'est-ce qui a changé dans vos programmes? Alors, ce qu'on remarque, c'est que les gens s'impliquent fortement dans leur achat et sont en forte attente de confort. Le confort, c'est prédominant. Le Covid a accéléré encore ce besoin. Très clairement, les gens veulent de la qualité du confort dans leur logement et pas simplement un lieu pour y habiter. Merci. Alors Jean-François, ce confort, est-ce que vous avez quelques exemples? On parle beaucoup par exemple des espaces extérieurs. Alors c'est le point que je voulais spontanément vous donner, c'est qu'effectivement réellement dans les tendances assez lourdes de ce qu'on demande nos clients, on sent vraiment un vrai besoin d'espace extérieur, que ça soit le jardin quand on est en habitat individuel ou que ça soit effectivement le balcon, la terrasse ouverte sur l'extérieur lorsqu'on est en collectif. C'est vraiment une tendance très très lourde, renforcée encore plus naturellement ces derniers mois par la Covid. Et votre production intègre systématiquement ces espaces extérieurs? C'est toujours possible de les faire? Alors, c'est même ça fait partie des cahiers des charges. C'est-à-dire que ne pas répondre à un besoin de client serait une erreur. Donc, les espaces extérieurs, bien entendu, sont privilégiés. On pourrait aussi parler d'espaces intérieurs, puisque arrive avec ce phénomène Covid, le télétravail, et donc les gens ont besoin de s'approprier des espaces également nouveaux dans leur domaine, dans leur intérieur. Donc voilà, ces deux fortes demandes sont intégrés dans nos cahiers des charges pour répondre aux attentes de nos clients. Merci. Et donc, sur ces espaces extérieurs, là aussi, qu'est-ce que vous proposez pour s'adapter? Par exemple, on a parlé de plans modulables, de nouveaux espaces pour télétravailler. Qu'est-ce que vous placez aujourd'hui dans vos logements Alors, ce qui devient aussi une vraie source de réflexion lorsqu'on est à l'étude de programmes, de nouvelles opérations et de nouveaux plans, c'est vraiment ce que vous évoquez, Pierre, à l'instant, c'est effectivement la modularité et le fait de s'installer aujourd'hui dans un T4 qui pourra éventuellement, dans 4 ou 5 ans, se transformer en un T3 avec un séjour plus grand. Et ça doit dès la conceptualisation, ça doit déjà s'intégrer. C'est possible. C'est-à-dire qu'on peut faire de ce T4, d'un appartement, on peut faire 2 appartements. Ça marche comment? En tout cas, on le prépare et on s'efforce de proposer cette solution à nos clients. Ça s'intègre réellement dès en amont, dès la mise en place de la proposition technique de ce logement. En fait, c'est la possibilité de rajouter des cloisons avec tous les câblages qui sont prévus. Faire très attention effectivement à toute la partie essentielle, à la partie technique, tous les fluides, tous les passages, effectivement. Ouais. Justement, à propos de fluides, de techniques, on nous parle beaucoup de logements connectés, de domotique, de logements intelligents. On voit plein d'articles dessus. Et chez vous aussi, comment ça se passe? Alors en fait, c'est cette tendance qui a envahi le marché, a évolué très fortement grâce à ces petits objets, les smartphones. Ça, c'est ce qui a permis justement de faire pénétrer dans le logement de l'intelligence et de le piloter. Donc les promoteurs, enfin pour nous, en tous les cas, ça a été une analyse et une recherche de développement. On est parti du principe qu'il y a énormément de besoins qui évoluent en permanence dans cette question. Le confort, on en revient, la question de la sécurité également, la question des services. Et là, pour le coup, le service est quelque chose qui est en train d'exploser avec la question de la connectivité. Et c'est nouveau sur le marché français. Et donc, il faut prévoir justement cette facilité d'accès avec tous ces outils qui sont en train d'arriver sur le marché. Et ne pas avoir des systèmes fermés. C'est vraiment là aussi un environnement qu'il faut bien intégrer pour nous promoteurs, à ne pas être sur des systèmes fermés. Et j'éviterai de nommer des marques, mais justement être sur des systèmes très ouverts. Oui, l'idée, c'est s'adapter en permanence. Toujours. Et ce smartphone, c'est ce qui va nous permettre de travailler avec plein d'univers en permanence, en évolution. Une personne vieillissante va avoir des besoins particuliers.
Une personne qui travaille et qui laisse ses jeunes enfants a des besoins différents. Voilà. Et ça doit être tout le temps en évolutivité dans l'adaptation également du logement qui va suivre. Jean-François, vos acquéreurs aujourd'hui, quand ils viennent vous voir, ils vous demandent cette connectivité, cette évolutivité. Est-ce que leurs besoins, là aussi, ont changé? Oui, là aussi, je trouve que vraiment, depuis ces dernières années, on sent réellement un besoin assez profond de pouvoir en fait adapter tout simplement les logements à la vie que l'on mène tous avec plus de technologie, d'être beaucoup plus nomade et tout ça, ça se traduit réellement aujourd'hui par des demandes de consommateurs qui sont assez fortes, effectivement. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on peut se réserver des travaux un peu comme on le faisait en maison individuelle et les gens vous le demandent, c'est le fait de finir eux-mêmes, d'aménager eux-mêmes, comme si on mettait davantage la main sur leur logement. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, que je confirme. Il y a une grande implication et ça se traduit notamment, effectivement, par un besoin assez croissant, effectivement, de pouvoir personnaliser le plus possible son logement neuf. Et ça, chez European Home, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis la signature du contrat de réservation jusqu'à la livraison, au travers de toutes les étapes de choix de coloris, de choix de matériaux, de travaux que l'on va se réserver de pouvoir faire afin de personnaliser au maximum son logement. Merci. Et donc, j'imagine que vous les aidez, que aujourd'hui vous travaillez par exemple avec les outils numériques pour visualiser, pour que les gens puissent se profiter. On n'en est plus du tout à l'état de je regarde mon plan, ma maquette, ma plaquette, en me disant voilà, c'est... Effectivement, les étapes qu'on avait auparavant entre une demande formalisée par un client sur un bureau de vente qui était ensuite remontée via une demande écrite auprès d'un architecte qui faisait une faisabilité, qui reprenait un certain temps, qui fallait faire chiffrer, c'était trop long. Trop laborieux. Le client, il a besoin d'avoir une réponse. Oui. Et donc aujourd'hui, l'évolution du numérique, alors le BIM, Building Information Modeling, a bouleversé cette réponse et ces questions en projetant tout de suite des solutions. Et en fait, elles sont toujours adaptées à des besoins différents. Et qu'on peut changer un peu comme un jeu de construction sur l'écran. On fera les évolutions qui s'adaptent aux besoins de nos clients et qui se chiffrent automatiquement sans perte de temps. Donc ça veut dire aussi qu'il faut, du point de vue de l'acquéreur, il faut se préparer bien en amont, bien identifier ses besoins pour pouvoir intégrer ces demandes. Quand bien même ils ne seraient pas préparés, c'est bien aussi en faisant ces faisabilités numériques, ces virtuels, que tout d'un coup le client va mieux se projeter. En fait, il devient proactif dans sa construction. D'accord. Et du coup, on va prendre un exemple que tout le monde connaît bien, c'est la cuisine ouverte, la cuisine fermée. Débat régulier entre des modes de fonctionnement et puis des modes de vie. Et bien, cette cuisine ouverte, cuisine fermée, déjà on parlait de modularité ou de réversibilité, on peut la faire, on peut ne plus la faire, on peut la refaire, très bien, ça bouge. Et puis ensuite, les gens peuvent se projeter avec des équipements, et du coup, monsieur, madame et les enfants peuvent avoir un choix en visualisation qui n'était pas simple quand on était en 2D. Et ça, c'est ce grand changement. Et chez vous aussi, Jean-François, vous le voyez, cette approche, le côté sur mesure, je m'approprie mon logement au moment de la conception. Oui, complètement, effectivement. Là aussi, la technique nous aide, puisque c'est vrai que dans un bureau de vente, on n'est plus aujourd'hui avec la grande feuille A3, la gomme et le crayon. On a des outils qui nous permettent effectivement vraiment à nos clients de se projeter et de les aider réellement à faire aboutir le projet de leur vie. Et en matière d'architecture, il y a des changements. Est-ce que ça intéresse finalement les acquéreurs Alors, c'est toujours un le vrai débat. On connaît l'adage qu'est-ce qui est important dans l'immobilier, c'est l'emplacement. C'est vrai, c'est essentiel. Néanmoins, comme pour beaucoup d'objets, le beau, le design, le coup de cœur est important quand même. On le constate nous aussi, en tout cas dans nos bureaux de vente. Et en termes d'architecture, ça reste à la fois un critère assez déterminant. Et aujourd'hui, il y a quand même des tendances aussi qui se dégagent avec des choix de matériaux qui sont différents, des mélanges de matériaux qui sont sur les façades que l'on voit de plus en plus. Qu'est-ce que je pourrais citer également une plus grande présence quand même aussi des toits terrasses qui techniquement du coup nous posent d'autres problèmes, mais en tout cas en termes de design sont vraiment quelque chose d'assez structurel. Oui, Lionel, pour vous en matière d'architecture là aussi, vous voyez les choses évoluer. On fait forcément du contemporain Alors, c'est très variable en fait. Il y a trois tendances qu'on connaît bien en termes d'architecture. Il y a une tendance contemporaine, celle qui plaît du moment, qui est une architecture
qui peut séduire une certaine qualité de clientèle. C'est des produits qui peuvent être assez design, on parlait de design, donc c'est des gens qui sont très attentifs à ces lignes. Il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup plus une architecture traditionnelle intégrée dans le site. Là aussi, on sait qu'il y a des villes et des environnements qu'on doit respecter. Pour résumer, pour Et il y a des amoureux de ce type d'architecture. Et puis, il y a une nouvelle tendance que je mesure là, puisque je vois passer beaucoup de projets, c'est la tendance architecture années 30, qui revient, qui arrive et qui pendant, voilà, on va dire que ces 20-30 dernières années, n'était pas du tout une architecture qui attirait notre clientèle. Et aujourd'hui, on voit bien ces façades années 30 reviennent. Alors, ce sont des architectures plutôt relativement sobres, avec des mises en couleur de matière. On revient à ces matériaux où nos clients sont très attentifs à l'effet matériaux et matériel mis en œuvre. Donc voilà, moi, les grandes architectures qu'on voit aujourd'hui sont ces trois grandes tendances. Et on nous parle beaucoup de lutte contre l'étalement urbain, de nouvelles formes urbaines, et notamment de tours de logement. Les immeubles de demain sera forcément 15-20 étages, Jean-François? Oh là, on est. C'est gentil de nous poser la question, mais on est beaucoup soumis naturellement à l'environnement que nous décident aujourd'hui nos élus. Alors, en plus, nous spécifiquement chez European Homes, on est quand même encore majoritairement réellement sur de la maison individuelle. Oui. Et donc, cette problématique, on y répond effectivement, mais ce n'est pas au cœur de notre stratégie. Et chez vous, Lionel, on peut imaginer des tours de logement Ah oui, on l'imagine très bien, on imagine tout d'ailleurs. Oui. On produit tout type de produits, mais on voit bien que la tendance est volontairement aller vers la hauteur, pour deux bonnes raisons. La première, c'est préserver le sol, puisqu'on est quand même dans des marches vertueuses, on protège nos sols, donc le seul moyen, c'est de s'élever. Et puis, ça donne aussi d'autres conforts, c'est les vues. Puisqu'on parlait de balcon, quand on a un balcon au premier étage, ça ne donne pas le même effet que quand on a un balcon au 7e étage. Et l'haussmannien démontre parfaitement bien que les R+6 sont très prisés par la vue en hauteur. On dit d'ailleurs que ce sont ces appartements qui partent les premiers. Évidemment. Donc la hauteur, je ne parle pas d'IGH, de l'immeuble de grande hauteur, parce que ça nous n'en faisons pas, mais lorsqu'on est des 7-8 niveaux, c'est quelque chose qui est relativement prisé de la part de notre clientèle. Et c'est justement où il faut penser produits des étages inférieurs, rez-de-chaussée, premier, deuxième, qui peuvent être d'autres produits que du logement. Et c'est du service, et là on parlera quartier. Et Jean-François, vous parliez maison. Quand on voit les statistiques du ministère qui recense la commercialisation de logements neufs, on s'aperçoit que les maisons de promoteurs ne représentent que 7% de l'offre des promoteurs. Et vous arrivez encore à en faire? Nous, on arrive encore à en faire parce que je pense qu'on a aussi une stratégie qui fait que depuis depuis notre naissance dans les années 70, on s'attache à réellement travailler sur une petite cinquantaine d'agglomérations. Et donc, quand vous prenez les 50 plus grosses agglomérations en France, vous avez forcément un dispositif, quelque chose qui fait que vous arrivez, vous répondez réellement aux besoins à la fois des élus et à la fois de la clientèle par des villages de maisons. Et les terrains, c'est pas trop compliqué à trouver parce qu'on vous dit maintenant qu'il faut densifier, qu'il faut rationaliser. On a des équipes très performantes qui travaillent au quotidien pour pouvoir répondre à ce vrai besoin réel. Oui, parce que les gens vont à la maison, évidemment. Ça c'est quelque chose qui, pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis des années, effectivement. Merci. Alors, sur le neuf, on sait que les logements, aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations. On parle de cette ERT 2012. On a en fait des logements qui sont ultra performants aujourd'hui. Alors, la France encadre très bien cette question réglementaire et performantielle. Donc, la réglementation, pour ce qui est de la thermique, est réglée par une réglementation qui s'appelle RT 2012. Et puis également sur la question phonique, il y a les mêmes réglementations qui sont très bien encadrées. Et viendra également la question de la réglementation de la qualité de l'air qui ne va pas tarder à arriver. Donc en France, on a vraiment un environnement qui sécurise bien la production de ces logements neufs. La réglementation thermique, c'est une chose. On peut aller au-delà, on peut faire mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement nous avait incité à faire du E+C-, justement pour nous inciter à aller transférer sur la nouvelle réglementation RE 2020, la RE 2020 comme on la surnomme chez nous. Et c'était pour nous engager à aller travailler ces périmètres de performance.
Et c'est facile à construire? Alors facile, oui, parce qu'en technique, on peut tout faire. Après, c'est une question de coût et d'investissement. Oui, on est un peu schizophrène sur ce sujet vraiment pour moi, parce que en tant que promoteur, à la fois on aime et on n'aime pas. Alors on n'aime pas naturellement parce que vous le disiez, en effet, c'est pas forcément techniquement très difficile, mais ça enchérit quand même le coût du produit. Donc ça, il faut on est obligé de le répercuter dans les prix. Et en même temps, on aime, puisque c'est quand même un des meilleurs moyens également de faire encore une fois la différence en termes de confort par rapport au marché de l'ancien. Et c'est quand même aussi une de nos spécificités à mettre en avant. Et sur cette question de coût, donc vous le disiez, il y a une prochaine réglementation qui va arriver en 2022, qui va non seulement renforcer les économies d'énergie, mais aussi décarboner la construction. Ça va vous compliquer les choses? Ça va rendre les logements plus chers? Alors, on peut dire que ça va nous compliquer les choses parce que c'est une notion nouvelle, le carbone. Oui. On a commencé à l'appréhender avec le fameux E plus C- que j'évoquais tout à l'heure. Il va falloir donc qu'on fasse des hypothèses. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, voire très peu. Donc, on va en travailler sur les fameux environnements biosourcés, des filières qu'il faut mettre en place. Donc, c'est pour ça que, quand vous posez la question du compliqué, oui, c'est des choses qu'il va falloir faire évoluer, mettre en œuvre, et puis appréhender plus en amont. Donc c'est un grand changement. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a eu un peu de recul au niveau de sa mise en application, pour laisser un peu de temps à toutes ces filières à s'adapter face à cette grande évolution. Et chez vous, en France, ça complique les choses? On voit que le chantier quand même est assez vaste, parce qu'en effet, ça en est un vrai symbole. Le recul de la date de mise en application démontre bien qu'en effet, on va dans le bon sens, mais c'est un gap encore une fois assez costaud à franchir, et ça ne se fera pas dans la précipitation en effet. Ouais. Et justement sur les matériaux biosourcés, alors bon, vous faites de maison, on sait que sur le bois c'est plus facile, oui. Et sur les immeubles, on voit quand même quelques grands projets qui arrivent. On les voit éclore, hein, on les voit. Et effectivement, et on suit ça avec beaucoup d'attention. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore testé. Et donc, on parle de cette nouvelle réglementation, de matériaux biosourcés, et notamment du bois. Donc, pour les maisons, c'est un process qui existe déjà, depuis quelques années. Ouais. Mais pour les immeubles, on voit des grands projets éclore. On commence à avoir des grands projets éclore, effectivement, et on suit ça avec beaucoup d'attention. Je pense que, notamment dans le cadre justement de cette RE 2020, ça va être des solutions quand même qu'on va étudier de plus en plus. On n'y a pas encore mis le pied aujourd'hui chez nous, mais en grande tendance, oui, évidemment, c'est important. Lionel, vous en faites des immeubles en bois? Alors, 100% bois, non. Oui. Il faut un noyau de béton quand même. Alors, on peut ou pas, hein, c'est vraiment des choix. La question du bois, c'est des valeurs d'épaisseur qui sont très importantes, qui peuvent compromettre des fois un étage. Donc la question elle se pèse. La question qui est souvent remise en avant, c'est la question des filières. La filière bois est-elle organisée pour répondre à un besoin qui demain va être colossal? Donc ça aussi, ça fait partie de nos obligations d'appréhender ces problématiques-là, parce qu'il ne va pas falloir qu'on dise on vend ça alors qu'on n'est pas capable de le garantir. Oui. Et nous, en tant que promoteurs, on doit justement anticiper des filières en capacité de réaliser. D'accord. Voilà, et donc on parle bois, mais on pourrait parler aussi de briques actuelles qui seront une évolution de revalorisation des matériaux du Grand Paris. Oui, la brique de terre crue, on recycle. Exactement, avec ECR qui justement monte une usine. Donc moi je pousse même, j'adore justement pousser les industriels à réfléchir autrement. La filière béton va pas péricliter. Oui. On va pas imaginer qu'une filière aussi importante que celle-ci va s'arrêter du jour au lendemain. On va se réinventer. Oui, donc ils vont décarboner. On va se réinventer. On va décarboner, on va peut-être compenser. Hein. La question du carbone, il faut le compenser par de la plantation, il faut produire autrement. Donc voilà, la problématique du ciment, hein, puisque c'est un des sujets, puisque c'est le problème majeur du carbone dans une production, c'est son extraction, son taux et son brûlage. Donc c'est un volume important, et sa fin de vie, puisqu'on est sur un cycle de vie sur 50 ans. Donc voilà, on rentre tous les paramètres pour faire face à demain. Vraiment en pleine d'évolution. Ouais. Il y a aussi notre évolution, on nous parle beaucoup par exemple d'espaces partagés. On voit dans la communication des promoteurs, on a des jardins communs, on a des rooftops, des grandes terrasses sur le toit. C'est vraiment une tendance lourde sur le marché. C'est une tendance très très lourde, Pierre, et qu'on retrouve d'ailleurs à la fois sur de l'extérieur et à la fois sur de l'intérieur. Alors sur de l'extérieur, en effet, c'est déjà un peu plus ancien, mais il y a une grande demande effectivement d'avoir des espaces partagés extérieurs, des jardins, des potagers, des choses qui vont faire que le lien social
à l'intérieur du lieu de vie soit réellement un lieu d'échange. Et puis, c'est un petit peu plus nouveau, mais ça vient avec beaucoup de force également, des espaces partagés à l'intérieur de votre résidence ou de votre ensemble immobilier, avec des salles de sport, des salles à partager. C'est ce qu'on appelle le co-living, et ça prend de plus en plus d'ampleur également. Et des espaces pour travailler, des espaces de coworking à l'heure du télétravail, où finalement on ne travaille pas dans son appartement, mais dans son immeuble. Alors là, si on parle de tendance lourde, réellement, je pense que cette crise aura réellement fait en sorte que, aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je suis fondamentalement persuadé qu'on va arrêter de travailler 5 jours sur 5 dans un bureau comme on le faisait encore l'année dernière. Mais alors, juste une question pratique. Avec la copropriété, ces espaces partagés, tout ça, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà du recul sur la façon dont les habitants utilisent ces espaces partagés? On manque d'un peu de recul sur du plus long terme, parce que c'est assez nouveau. Mais ce qu'on constate aujourd'hui pour l'instant, c'est que on est plutôt sur des mises en place qui se font vraiment sans souci. Merci. Et on voit aussi apparaître beaucoup de labels sur la biodiversité, sur le fait que les programmes arrivent à préserver l'environnement, la nature en ville. Ça aussi, c'est une tendance lourde dans la conception de vos logements. Moi, je retirais le mot tendance. Je pense que c'est une nécessité, tout bonnement. Lorsqu'on parle de vie saine, on doit préserver son environnement. Donc, c'est la question de tendance. Est-ce que c'est plutôt une prise de conscience qui à mon sens, a pris au niveau de la population, et les politiques s'en sont emparés également pour préserver la question de la vie saine. Et notre biotope dans lequel on vit, il est fondamental de le maintenir. Et on tient, justement, on fait très attention à cette question, notamment lorsqu'on doit construire, puisque ça perturbe un environnement, un biotope, ça perturbe évidemment. Mais justement, il faut pallier ou voire conforter les manquements qu'on aurait pu retirer. Alors pour cela, il y a bien entendu des études qui se font. Et moi j'aime bien notamment sur cette question du confort thermique d'été, plutôt que de ramener des clims et faire du rafraîchissement, c'est plutôt de maintenir des ouvertures adaptées en fonction des expositions, de l'ensoleillement, des périodes de l'année, et puis maintenir ou réapporter de la végétation adaptée à un environnement local, et qui permettent justement d'apporter ces conforts qui sont des zones de fraîcheur et qui protègent bien mieux, durablement, ces environnements dans lesquels on vit bien. Et il faut vraiment, et c'est là où aussi on travaille avec nos équipes de maîtrise d'œuvre, et puis là, on a notre partenaire Vive, qui est un partenaire très engagé sur la question de santé, qui nous a fondamentalement fait changer notre façon de penser et de concevoir ces environnements avec le biotope. D'accord. Et chez vous, comment ça se passe? Je pense qu'effectivement, c'est un point important qui nous aidera encore plus à nous démarquer là aussi de tous les autres marchés. C'est quelque chose que l'on prend en considération. Alors, on est aussi attentif, effectivement, lorsqu'on arrive dans le lieu, dans le secteur dans lequel on veut s'implanter, à ce qui existe aujourd'hui, et essayer de l'influencer le moins possible, ou en tout cas d'en avoir le moins de conséquences, possible. L'intégration réellement dans le paysage urbain, dans le paysage dans lequel on s'inscrit, effectivement. Ouais. Alors, la dernière question, c'est la marque de fabrique de PAP et du salon. Les gens qui vont venir sur le salon virtuel veulent acheter. Si vous aviez un conseil à leur donner à la lumière de toutes ces évolutions, Lionel? Un conseil, il a été cité tout à l'heure par mon confrère, l'adresse prioritaire. Donc choisissez des bons endroits. N'hésitez pas à prendre plus grand. Aujourd'hui, avec les financements qui sont quand même relativement intéressants, on n'a jamais vu des taux aussi bas. Donc n'hésitez pas à acheter un peu plus grand, parce que vous allez vivre durablement avec votre famille et votre évolution de vie dans cet appartement. De l'espace. De l'espace. Et vous, François? Alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure, l'emplacement évidemment essentiel. Je pense qu'il y a aussi, on l'a dit tout au long de notre entretien, il y a aussi des éléments qui vont faire de personnalisation et de confort, qui vont faire que vous allez sans doute avoir un coup de cœur ou non sur un appartement ou sur une maison. Merci beaucoup, messieurs. Merci à pour vous. toutes ces informations. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Pierre. Merci.